Les services secrets américains ont récemment déclassifié un étonnant document. Il s'agit d'une enquête de 2000 pages consacrée au cinéaste le plus populaire de son temps, Charlie Chaplin. Tout au long de sa carrière, Edgar Hoover, le puissant patron du FBI, a nourri ce dossier, persuadé que le cinéaste était un dangereux agitateur communiste. Pendant 50 ans, il n'a cessé d'espionner sa vie privée, de le mettre sur écoute, de surveiller son entourage, ses relations sexuelles et sentimentales, de scruter ses films. Du premier mémo daté de 1922 jusqu'à la dernière note datée de 1978, ces pages nous racontent l'histoire de cet impitoyable trac. Le duel qui opposa les deux hommes pendant près d'un demi-siècle est à l'image des courants idéologiques qui n'ont cessé de déchirer l'Amérique jusqu'à ce jour. Comment ce grand pays démocratique en est-il arrivé à bannir Chaplin, ce grand humaniste, à bafouer les principes les plus fondamentaux de la liberté d'expression? Pour comprendre ce divorce, il faut remonter aux années 1910, lorsque le jeune Britannique de 25 ans débarque aux États-Unis avec la troupe de music-hall de Fred Karno. Lorsque Chaplin arrive à Los Angeles, Hollywood est en passe de devenir la capitale du 7e art. Ce n'est pas encore une industrie, tout juste de petites sociétés de production artisanale. L'une d'entre elles, la Keystone, dirigée par Mack Sennett, l'embauche pour les courts-métrages qu'elle produit à la chaîne. Pourtant, dès son 3e film, on ne voit que lui sur l'écran. Sa silhouette de vagabond et ses déboires font hurler de rire un public déjà conquis. Chaplin a toujours été au bon endroit, au bon moment. Il est arrivé à Hollywood quand le cinéma commençait à se développer. Si on regarde le personnage de Charlot dans ses attributs vestimentaires, il a des godasses trop grandes, il a des culottes trouées, mais il a un chapeau melon, il a une canne, il a une redingote, il a un bas qui est extrêmement modeste, pauvre, et un haut qui est extrêmement noble. Il s'est donné une moustache parce qu'il disait qu'avec une moustache, cela lui permettait de le vieillir un peu. Les attributs vestimentaux qu'il a choisis contenaient déjà les ingrédients de ce qu'allait constituer la personnalité même de ce personnage à la fois humble et digne. Charlot est né. Le succès est immédiat. Désormais, Chaplin va donner plus de substance à la figure du vagabond. Il va voir Mack Sennett, le producteur qui l'a embauché, pour lui dire « Tes films, ça vaut pas beaucoup. Je veux maintenant produire mes propres films. » Mack Sennett se sent mal de lui dire non et lui donne un coup d'essai. Alors qu'il réalisait ses propres films, il voulait de plus en plus d'indépendance. Il cherchait toujours plus de liberté pour pouvoir faire les films comme il l'entendait. Avec plus de 70 films réalisés pour la Keystone, SNA, Mutual, First National, Chaplin se constitue en moins de 4 ans une fortune colossale. Dès 1917, il lance la construction de ses propres studios à Los Angeles. Il élabore des histoires satiriques qui prennent pour cible ces messieurs en haute forme, que l'on entarte, ou bien ces policiers lourdeaux à qui l'on botte les fesses. Le maigre et souffreteux vagabond, symbole des opprimés, se transforme insensiblement en icône. Charlot, l'irrévérent, le marginal, le révolté, devient le porte-parole des plus faibles. Chaplin se taille, de film en film, une réputation de pamphlétaire. Et Charlie va faire de Charlot non seulement un vagabond, il va en faire un vagabond travailleur, un vagabond immigrant. Il multiplie les représentations du personnage de ce vagabond, qui sont toujours des personnages de conditions modestes. Il y a dans l'écriture chaplinienne, dès les débuts, dès 1915 et 16, une sorte de métaphore de David et Goliath qui va se poursuivre pendant toute la vie de Charlot. Il était vraiment conscient de l'oppression sociale sur les plus faibles. Ce qui n'est pas surprenant au regard de son enfance. Cette conscience de l'injustice sociale ne l'a jamais quitté. Dans Les Migrants, il dénonce les mensonges de la propagande américaine en montrant les brutalités des autorités contre les étrangers qui arrivent à New York
sous le regard bienveillant de la liberté éclairant le monde. De film en film, les gardiens de la morale perçoivent cette critique de la loi et de l'ordre comme une charge subversive contre les valeurs puritaines de cette Amérique qui se rappelle des temps héroïques de la conquête de l'Ouest. Alors que près de 4 millions de citoyens américains s'embarquent pour prêter main forte aux Français et aux Anglais, on reproche vivement à Chaplin de refuser la citoyenneté américaine. Charlie était considéré comme un mauvais citoyen parce que Charlie Chaplin a toujours refusé de demander la nationalité américaine. Il disait « Je suis un citoyen du monde. Je n'ai pas besoin d'une nationalité supplémentaire à celle que le hasard m'a donnée. » Pourtant, malgré son rejet du discours patriotique, il n'hésite pas à soutenir la campagne gouvernementale visant à collecter des fonds, les bonds, destinés à soutenir l'effort de guerre. Il va plus loin encore dans son engagement en réalisant dans ses propres studios et à ses frais un petit film de propagande destiné à financer l'armement des soldats. Mais le film sort un mois trop tard. L'armistice ayant marqué la fin des hostilités, les armées sont déjà rapatriées. La décennie qui suit la Première Guerre mondiale commence par une période de croissance et d'insouciance. Les Roaring Twenties, avec la prospérité retrouvée, aussi bien sur le plan économique que culturel, les années 20 correspondent à l'âge d'or d'Hollywood. Les grandes compagnies de l'usine à rêve, les Majors, produisent plus de 700 films muets, exportés dans le monde entier. Hollywood devient véritablement le centre mondial du cinéma. On comptait des dizaines de milliers de salles de cinéma aux États-Unis. Le cinéma, c'était l'écran géant. C'était la découverte de l'image géante. Pour les gens, c'était la magie. Et donc, les cinémas étaient extrêmement populaires et les gens suivaient de façon presque religieuse l'évolution des différents films. Fort de l'immense succès de ses films, Chaplin monte son propre réseau de distribution. Il s'associe avec 3 autres vedettes hollywoodiennes, Griffith, Pickford, Fairbanks. Ensemble, ils créent la United Artists. Cette société, qui n'était pas une société de production, mais une société de distribution, a été créée pour contrer le pouvoir de plus en plus monopolistique de ces majors aux États-Unis. Maintenant qu'il contrôle la distribution de ses films, Chaplin a gagné en autonomie. Il s'attaque au thème des nombreux orphelins que la guerre a laissés en héritage. Dans le film Le Kid, Charlie s'associe à un enfant orphelin abandonné dans les rues de New York pour dénoncer la manière avec laquelle l'Amérique ne prend pas soin des enfants qui sont abandonnés dans ces rues, malgré les espoirs d'un monde nouveau et d'un rêve américain dont Charlie va se faire le critique à maintes reprises et de maintes manières. À Washington, on est inquiet de la propagation des idées de la révolution bolchevique. On charge le jeune juriste Edgar Hoover de surveiller les étrangers suspects aux États-Unis. C'est un serviteur de l'État qui va être mis en charge de l'organe qui se charge de la surveillance politique pour le FBI dans les années de la fin de la guerre et de l'immédiate après-guerre. Raciste décomplexé, pour qui un blanc vaut 2 noirs, sexiste assumé et profondément homophobe, il est avant tout foncièrement anticommuniste. Pour Hoover, parmi d'autres, va s'ancrer cette idée d'une organisation internationale dont le but déclaré est de subvertir les États occidentaux pour qu'ils basculent dans la révolution socialiste. En 1919, il expulse les leaders communistes qui, à ses yeux, représentent le principal danger pour la sécurité nationale. Sa haine du communisme va même devenir chez lui une obsession, au point qu'il soupçonnera bientôt tous ceux qui prônent des idées sociales ou libérales d'être leurs complices. C'est ainsi qu'il cible ceux qui répandent leurs idées subversives dans les médias de masse. Et il n'est pas de meilleur véhicule pour ces idées séditieuses que les intellectuels et les artistes qui mettent à disposition du tout venant, sans qu'on ait à ouvrir un livre, de manière très convaincante, ces idées séditieuses. Hoover ordonne à ses agents de surveiller Hollywood, d'espionner les avant-premières, les réceptions.
Les journaux People, qui consacrent l'essentiel de leurs colonnes à la vie privée des artistes, sont également une précieuse source d'informations pour le FBI. Charlie est l'homme le plus populaire aux États-Unis, l'artiste le plus populaire au monde à cette époque, donc les masses le suivent. C'est ainsi qu'Hoover ouvre le dossier Chaplin. En 50 ans, il va s'enrichir de 2000 pages, dont les premières sont constituées des articles consacrés à son mariage avec la comédienne Mildred Harris. Elle n'a que 16 ans et est enceinte de lui. Mais maintenant qu'il est constamment sous le regard des médias, Charlie ne peut risquer un scandale impliquant une mineure. Il se retrouve sans aucun plaisir dans la peau d'un homme marié. Mildred accouche d'un garçon mal formé qui décède 3 jours après sa naissance. Le mariage tourne au fiasco. Elle l'attaque en justice pour cruauté mentale et dépravation sexuelle et obtient le divorce en novembre 1920. L'affaire fait grand bruit dans la presse à scandale qui fait ses choux gras des frasques de Chaplin. À l'automne 1921, il quitte les États-Unis pour une longue tournée européenne. À Londres et à Paris, il est ovationné par les foules. En novembre 1924, Charlie se marie avec la jeune comédienne Lita Grey, qui lui donnera 2 fils, Charles Chaplin Jr. et Sidney. Mais le mariage vire rapidement au fiasco. Sidney n'a pas 6 mois lorsque Lita quitte le foyer conjugal avec ses 2 enfants. Elle l'accuse d'infidélité, de violence et de désir sexuel pervers. Il va devoir lui verser $1 million pour obtenir le divorce, la plus grosse somme jamais accordée aux États-Unis jusqu'alors. Le procès fait la une des journaux. Dans une Amérique profondément puritaine, qui, dans l'après-guerre, va même vivre la prohibition, Charlie a choqué énormément d'Américains bien pensants. Il se moque d'une part de l'Amérique. Plus que ça, il les ridiculise. Il est à contre-courant de cette société conservatrice. Par contre, il est adulé de la part des masses. Les masses apprécient, comme dit Charlie Chaplin, qu'on botte le derrière des bien-pensants et des gens de pouvoir de cette société. La Ligue des familles appelle au boycott de ses films. Mais il n'y a pas que Chaplin qui déplaît au milieu puritain. Il y a toute une partie de la population américaine qui est effectivement préoccupée par le contenu des films. Donc il y a évidemment un discours religieux qui poussait à un effort moral, et si nécessaire, à militer pour une forme de censure des contenus. Pour les producteurs d'Hollywood, elle est très dangereuse. Elle interdirait à la diffusion certains films, donc elle aura un coût direct financier. Et donc il y a un enjeu économique très important. Il faut trouver le moyen de dire que l'on fait quelque chose pour éviter la régulation par les autorités publiques. Et ce moyen, c'est de fonder une association, qui est l'association des producteurs d'Hollywood, le MPPDA, et de faire adopter par ce MPPDA une sorte de code de bonne conduite. Les producteurs nomment à la tête de cette association l'avocat et sénateur républicain William Hayes. C'est un membre très influent du Parti américain qui va être désigné à partir de 1922 à la tête de cette toute jeune, toute nouvelle association des producteurs et distributeurs de films. Et il va la présider jusqu'en 1945. D'abord, il crée un organe de relations publiques. Et puis, il a une seconde stratégie qui est de commencer à mettre en place des sortes de pré-codes. La première mesure prise par ce syndicat de producteurs est l'obligation d'un certificat de moralité pour toute personne apparaissant à l'écran. Désormais producteur et distributeur de ses propres films, Chaplin est devenu totalement indépendant et échappe donc aux règles qu'imposent les majors à leurs artistes. Il devient d'autant plus dangereux qu'il n'a de compte à rendre à personne. Il va se mettre à dos les pouvoirs, et particulièrement le FBI. En août 22, Hoover confie à son agent spécial Hopkins une mission de surveillance de Charlie Chaplin. Après enquête, Hopkins adresse son rapport à Hoover. C'est le tout premier des nombreux mémos consacrés aux relations politiques du cinéaste. L'agent spécial rend compte d'une réception donnée par Chaplin à son domicile de Los Angeles. Elle relève que parmi les invités, il y a des sympathisants bolcheviques et des radicaux hollywoodiens. Elle insiste sur la présence du leader syndicaliste communiste William Foster.
Hopkins relate qu'au cours de la soirée, Chaplin aurait critiqué Will Hays et déclaré « Nous sommes contre toute forme de censure, et en particulier contre celle des presbytériens ». Il serait même allé jusqu'à afficher une banderole dans ses toilettes sur laquelle était inscrite « Welcome Will Hays ». Lorsqu'Hoover transmet ce rapport à Will Hays, celui-ci l'informe que le cinéaste ne participe pas aux réunions du MPPDA et qu'en plus, il refuse de se soumettre aux règles mises en place par les producteurs. Il propose une plus étroite collaboration entre le FBI et le MPPDA afin de censurer toute propagande séditieuse dans les films. Cet échange d'informations entre les deux organismes va perdurer jusqu'en 1945. Persécuté par les médias, surveillé par le FBI, encadré par le MPPDA, Chaplin est cerné de toutes parts. En 1927, soumis à nouveau à de la pression extérieure sur le contenu des films, ils font adopter un deuxième pré-code de bonne conduite qui s'appelle les Don'ts and Be Careful, donc les ne pas faire et les soyez attentifs à, qui listent 11 choses à ne pas montrer ou à ne pas faire à l'intérieur des films et une trentaine de choses sur lesquelles il faut se montrer prudent. Par exemple, il est conseillé de ne pas montrer la nudité, ni de se moquer de la religion, ou bien même encore d'encenser le crime et l'adultère. N'ayant pas de moyens de sanction, on s'arrangeait de la règle, en fait, on la contournait avec la complicité des producteurs d'Hollywood. Et donc on répétait, pour faire passer un film, c'est 6 reels of sins, 1 of salvation, donc 6 bobines de péché et une bobine pour sauver le film et sauver les âmes. Et donc sauver le film en même temps. Commencées dans l'insouciance, les années folles se terminent dans le drame. New York, jeudi 24 octobre 1929. La bourse de Wall Street s'effondre. Le pays plonge dans une grave crise économique. Plus de 12 millions de personnes, soit un quart de la population active, se retrouvent au chômage. La crise fait également exploser la pauvreté. 2 millions d'Américains sont sans abri. La crise économique, elle est tout de suite interprétée par ces gens du premier appareil sécuritaire américain comme une crise qui n'est pas seulement économique, mais qui va se révéler une crise politique. Et là, il va y avoir une directive, officieuse évidemment, tout ça se passe en secret, de mettre sous surveillance les catégories subversives dans la population américaine, ce qui signifie à la fois les gens d'extrême droite et les communistes. Pour Chaplin, qui commence à écrire le script des Lumières de la ville, il s'agit avant tout de témoigner des conséquences sociales de la crise financière qui vient de frapper durement les classes populaires. Avec son histoire de milliardaire qui joue avec la vie d'un clochard, rencontré un soir de beuverie, il file la métaphore du mépris des classes dominantes pour les pauvres et les sans grade. Mais alors qu'il lance la production de ce film, le cinéaste se trouve confronté à un nouveau défi, l'avènement du parlant. Depuis 3 ans, les majors se sont lancés dans la production de films sonores. Toutes les salles commencent à s'équiper. Mais Chaplin n'est pas convaincu par cette nouvelle technologie qu'il considère comme un gadget qui disparaîtra bientôt. Et Charlie a toujours dit « Je ne peux pas faire parler Charlot. Si Charlot parle, je tue Charlot. » Parce que l'essence même de ce personnage est de communiquer par la gestuelle. Donc, il a refusé le plus longtemps qu'il a pu, jusqu'en 1936, de faire quelques films parlants que ce soit. Il justifie son choix en déclarant « Je suis un pantomime, et dans ce domaine, je suis unique, et sans fausse modestie, le maître. » Je suis persuadé qu'avec le sonore, je ne réussirai jamais à atteindre l'excellence de mes films muets. Il a refusé de faire des films parlants au moment où produire un film muet était presque une catastrophe économique annoncée. Et pourtant, le succès est au rendez-vous. Chaplin a gagné son pari. 1933-1934, de nouveau, charge des associations conservatrices, en particulier catholiques, qui cette fois-ci vont mener une charge plus nette. Ils vont créer une Legion of Decency, donc une légion de la décence, qui va mettre en place une campagne de boycott des films d'Hollywood jugés indécents. Donc là, les producteurs hollywoodiens sont très inquiets. Ils vont mettre à la tête de cette gestion de la censure un catholique irlandais qui s'appelle Joe Breen.
qui est beaucoup moins sensible à la question de la liberté artistique que ses prédécesseurs et beaucoup plus préoccupé des questions de décence. Et puis ils vont lui donner des instruments de sanctions, notamment la possibilité d'imposer jusqu'à 25 000 $. Et donc dans ce contexte économique déjà un peu difficile pour les producteurs d'Hollywood, on va se soumettre et donc ça va avoir un impact sur le contenu des films. Ces mesures d'autocensure marquent un vrai tournant dans la production hollywoodienne. Dès lors, et pour de longues années, les cinéastes américains vont soit se soumettre, soit devoir faire preuve d'ingéniosité pour les contourner. Pour Chaplin, c'est tout simplement inacceptable. En 1933, le président Roosevelt met en œuvre le New Deal, un programme de relance et de lutte contre le chômage. Chaplin, fervent supporter du président, n'hésite pas à se prononcer en faveur de son programme sur les antennes de la CBS. Son engagement en faveur d'une meilleure justice sociale lui inspire le scénario de son nouveau film, Les temps modernes. Charlie Chaplin voit arriver dans les villes des hordes de paysans et de gens venant des régions et qui s'agglutinent en banlieue de ces grandes villes pour vivre finalement encore plus pauvrement que ce qu'ils connaissaient dans leur propre région rurale auparavant. Et Charlie est témoin de cette misère. Il fait le film The Modern Times après avoir visité l'usine Ford. Charlie dénonce le taylorisme, la théorie de la division et de la mécanisation du travail. Il prend le parti des ouvriers et dénonce l'automatisation, dénonce le pouvoir économique qui transforme les ouvriers en automates et en robots. Max, Section 5, more speed. Charlie Chaplin. Who else but Charlie Chaplin can make us howl with laughter? Il choisit la comédienne Paulette Goddard pour jouer le rôle féminin principal. Commence entre eux une belle histoire d'amour qui durera 10 ans. Paulette Goddard est une femme très délurée, très forte, très affirmée, qui a apporté beaucoup de bonheur. Dès que Charlie l'a rencontrée, il a compris que ça devait être elle qui allait jouer le rôle de la gamine, cette espèce de jeune révoltée, une femme forte dans le film Les temps modernes. Tout de suite après la première hollywoodienne du film, Charlie embarque Paulette pour un tour du monde. Ils se marient secrètement en 1936. Le film connaît un énorme succès public, mais nombre de chroniqueurs écrivent qu'il s'agit d'un film communiste. Chaplin se défend. Ce n'est ni pour, ni contre le communisme ou le capitalisme. Il est assis à califourchon sur la barrière. Il n'a pas saisi que dans le contexte de montée des idéologies nationalistes, on ne peut rester neutre. On est sommé de choisir son camp. Il y a une inquiétude politique au plus haut de la hiérarchie de l'État. C'est Roosevelt qui va convoquer Hoover, entre autres, en s'inquiétant de l'action des militants extrémistes. Pour Hoover, l'épicentre de l'agitation est à Hollywood, mais les producteurs s'en défendent. I tell you, this industry has no sympathy with communism, fascism, Nazism, or any ism other than Americanism. Les communistes à Hollywood, jusqu'au milieu des années 30, c'est totalement groupusculaire. La bascule, elle se fait véritablement en 35-36, où le nombre de communistes aux États-Unis double, passant d'à peu près 40 000 à 80 000. Hoover use de toute son influence pour que les cinéastes participent à la lutte contre ces subversifs. And we who can think clearly must view the picture of disaster which faces us and consecrate ourselves to the crusade of education. Il leur commande des films de propagande qui montrent comment le FBI, grâce à lui, est devenu une véritable machine de guerre en matière de renseignement intérieur. Il les incite également à produire des films qui mettent en valeur le travail de ces agents fédéraux, tel le film J-Men avec James Cagney, produit par la Warner en 1935. Grâce à son important réseau d'agents, Hoover surveille de près les investissements et les profits de Chaplin. S'il trouve beaucoup d'argent sur les comptes du cinéaste, les enquêteurs du FBI n'y décèlent pas la moindre trace d'une contribution compromettante à la cause communiste. Déçu par ces investigations, Hoover remarque avec ironie qu'on ne peut concevoir une satire angoissante et bouffonne du grand capitalisme industriel tout en s'enrichissant sans scrupule comme un Rockefeller. C'est à nouveau l'actualité politique qui va inspirer à Chaplin le sujet de son prochain long-métrage, Le Dictateur. Il voyait en Europe la montée d'un mouvement qui l'effrayait. Charlie a toujours été un Européen de cœur.
Il commence à réfléchir à la configuration d'un scénario qu'il va appeler Production numéro 6, qui était le nom du film qui allait devenir Le Dictateur. Il consacre 2 ans de sa vie à analyser ce qui se passe en Europe, aux États-Unis. Il écrit un scénario de 300 pages. C'est extraordinaire quand on y pense. L'homme le plus aimé au monde et l'homme le plus détesté étaient presque pareils. Ils étaient nés à quelques jours d'intervalle et avaient pratiquement le même âge, la même taille, le même physique. C'était trop tentant. Charlie avait une petite moustache alors que celle d'Hitler était plus touffue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a rétréci avec les problèmes politiques. Et là, elle ressemblait vraiment à celle de Chaplin. En septembre 1939, alors que les troupes allemandes déferlent brutalement sur l'Europe, Chaplin commence le tournage de son film dans ses studios d'Hollywood. Charlie a décidé seul, à ses frais et à ses risques, de faire ce film. Son frère n'était pas d'accord, sa famille n'était pas d'accord, Hollywood n'était pas d'accord. Le lobby allemand, dans les années 38-39, a fait des pressions énormes auprès d'un gouvernement américain qui, à l'époque, était allié de l'Allemagne pour pas que Charlie Chaplin fasse ce film. Chaplin a reçu des menaces de mort. Il est demeuré un homme libre et prêt à prendre tous les risques, y compris les risques financiers, pour pousser jusqu'au bout la diffusion de ses propres convictions d'un monde qui, à ses yeux, devait être beaucoup plus proche des droits de la personne, des droits humains, de la solidarité, d'une humanité puis d'un pacifisme auquel il a toute sa vie adhéré. Dès sa sortie à l'automne 1940, le film est accueilli avec enthousiasme par la presse et le public, mais de nombreuses voix s'élèvent contre son discours final. Son message pacifiste dérange. Le Daily News de New York écrit qu'il braque sur le public le doigt du communisme. Lorsque le film est présenté au président Roosevelt, son seul commentaire est de regretter les tensions diplomatiques qu'il soulève avec les pays pro-nazis. Roosevelt n'a pas encore déclaré la guerre à l'Allemagne, qu'il doit faire face à une opinion publique massivement isolationniste. 96% des Américains s'opposent à l'entrée en guerre de leur pays. Keep America out of Europe and Europe out of America. L'opinion publique américaine, elle met beaucoup de temps à basculer. En plus, elle est travaillée par un lobby officiellement défavorable à l'intervention en Europe, un lobby isolationniste, qui est l'America First Committee. C'est un mouvement de masse, il revendique 8 millions de membres et qui en plus est porté par une voix qui médiatiquement est connue, le héros de la traversée de l'Atlantique, qui est Charles Lindbergh. In the past, we have built with a Europe dominated by England and France. In the future, we may have to deal with a Europe dominated by Germany. Alors que les milieux d'extrême droite manifestent leur soutien aux nazis, le président étend la mission du FBI. Roosevelt va demander de surveiller tout un tas de gens différents. Les nazis du German American Bund, les isolationnistes. Et le FBI va prendre de plus en plus de poids, et on peut dire qu'à partir de 40-41, aux côtés des militaires, mais devant les militaires, le FBI occupe la place première dans cet appareil de surveillance intérieure. San Francisco, hold for conference. Le 7 décembre 1941, l'attaque surprise des Japonais à Pearl Harbor va faire basculer le sort de la guerre. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Au lendemain de cette déclaration, 93% des Américains se déclarent maintenant favorables à l'entrée en guerre contre l'Allemagne. Lorsque l'Union soviétique bascule dans le camp allié, les communistes américains changent de statut. De parias, ils deviennent d'indispensables auxiliaires pour mener le combat contre les nazis. Pour Roosevelt, il s'agit maintenant de mobiliser tout le pays sous la bannière étoilée pour soutenir l'effort de guerre. Roosevelt exhorte les cinéastes d'Hollywood à mettre leur talent au service de la nation. Our government has invited you to do your share of the job. Are grateful that your response is so immediate and so wholehearted. Une véritable coopération se met en place entre le gouvernement, l'armée et les professionnels d'Hollywood pour produire des films qui exaltent les valeurs patriotiques. Comme à l'époque de la Première Guerre, Chaplin répond présent à l'appel du président.
Mais il va plus loin lorsqu'il déclare publiquement qu'il faut venir en aide aux armées soviétiques. La théorie de Charlie Chaplin, c'est de dire si les Allemands gagnent le front Est, c'en est fini pour l'Europe. Il y a tout un tas d'individus, parfois proches du Parti communiste, mais parfois tout simplement libéraux, pro-New Deal, qui vont s'engager dans la société dans une série d'associations, de groupements, d'événements favorables à l'aide à l'Union soviétique. Donc ces gens, ils vont militer pour l'ouverture d'un second front pour soulager l'Union soviétique. Et parmi les figures connues, il y a Charlie Chaplin. Le fait que Chaplin milite à l'intérieur de ce mouvement qui est considéré très clairement par le Federal Bureau of Investigation comme ce qu'ils appellent un front, c'est-à-dire une association qui cache l'appareil communiste, eh bien ça le classe parmi les potentiels compagnons de route du Parti communiste. En mai 1942, le cinéaste reçoit un appel d'un membre du gouvernement le priant de bien vouloir remplacer l'ambassadeur des USA à Moscou, empêché de prendre la parole lors d'un meeting du Comité américain pour le secours au front russe à San Francisco. Chaplin accepte, mais lorsqu'il prend la parole, il surprend les 10 000 personnes présentes en commençant son discours par un vibrant « camarade ». C'était exactement ce qu'il fallait dire, sauf si le FBI prenait note de tout ce que vous disiez. Mais le cinéaste aggrave son cas. En octobre 1942, il se rend à New York en compagnie d'Orson Welles et de Pearl Buck pour intervenir en faveur du Second Front. Le meeting, organisé par le Front des artistes pour gagner la guerre, une organisation classée très à gauche pour le FBI, provoque de virulentes manifestations anticommunistes devant le Carnegie Hall. Je dirais que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand Charlie Chaplin décide de prendre position pour le front russe. Et vraiment, il s'est mis à dos la totalité du Congrès et le président des États-Unis. Mais Hoover manque toujours de témoins fiables et surtout de pièces à conviction pour le faire comparaître devant les tribunaux. L'affaire John Barry tombe à point nommé. Un article, daté de juin 1943, révèle que la jeune comédienne John Barry est enceinte de 6 mois. Elle accuse Charlie Chaplin d'être le père de son enfant. Lorsqu'il découvre cette affaire, le chef du FBI charge l'agent spécial Hood de mener l'enquête. Hood interroge d'innombrables témoins. 2 mois plus tard, il remet à son patron un mémo de 400 pages. Tout commence en juin 1941, lorsque Chaplin fait la connaissance de John Barry, 23 ans, fraîchement arrivé à Los Angeles dans l'espoir d'y trouver un petit rôle. Elle rencontre Chaplin, le séduit et obtient un rôle dans son film. Moins d'1 an plus tard, John Barry présente des signes d'instabilité mentale. Elle rentre à l'aube complètement ivre, provoque des accidents de voiture. Craignant le scandale, Chaplin rompt le contrat. Ensuite, les 2 amants ne se voient plus pendant 5 mois. Mais ce que révèle la suite du mémo de l'agent Hood retient plus particulièrement l'attention d'Hoover. Lorsqu'en octobre 1942, Chaplin s'est rendu à New York pour le meeting de soutien au front russe, il aurait payé un billet de train de Los Angeles à New York à John Barry dans l'intention d'avoir avec elle des rapports sexuels illicites. Hoover saisit immédiatement l'intérêt de cette dernière information. Il note en marge du mémo « Ne faudrait-il pas éclaircir ce point ? S'il y a violation du Mann Act, nous devrions agir vigoureusement. » Il existe depuis 1910 une loi fédérale qui s'appelle le Mann Act qui condamne ce qu'on appelait la traite des blanches. Donc ce Mann Act interdisait le transport de femmes interétatiques dans le but de les réduire à la prostitution, de commettre des actes de débauche ou tout autre acte immoral. Or cette loi, au bout de quelques mois à peine, son usage va être détourné et en fait elle va être utilisée dans la lutte contre les comportements indécents. Et donc, lorsque Chaplin paie le billet de train à son ex-maîtresse pour la faire venir de Los Angeles à New York et qui lui fait franchir une ligne interétatique pour avoir une relation sexuelle hors mariage avec elle, il tombe sous le coup du Mann Act. En récupérant la note de l'hôtel Astoria, Hoover détient enfin une pièce à conviction qui pourrait amener un tribunal à le condamner pour turpitude morale. Outrepassant largement ses fonctions, le chef du FBI pousse John Barry à porter plainte contre Chaplin. Il va même jusqu'à payer 2 avocats pour assurer la défense de la plaignante. Lorsque Chaplin se rend au tribunal, le 10 février 1944, les paparazzis se bousculent pour assister au procès. L'avocat demande au jury s'il lui paraît vraisemblable que son client ait fait parcourir 4500 km à John Barry dans le but d'avoir des relations intimes avec elle
alors qu'elle lui aurait donné son corps n'importe où, n'importe quand. Chaplin est finalement acquitté pour ce chef d'inculpation. Mais il n'en a pas fini pour autant avec John Barry. Un second procès s'ouvre 8 mois plus tard. Il est accusé cette fois d'être le père biologique de l'enfant que John a mis au monde 14 mois plus tôt. Les tests sanguins ordonnés par le tribunal prouvent de manière irréfutable qu'il ne peut pas être le père. Et l'avocat de Chaplin démontre que Miss Barry avait un autre amant à la date où l'enfant fut conçu. Malgré les dénégations de Chaplin et sa déclaration sous serment qu'il n'y a eu aucun rapport intime entre eux depuis 2 ans, le tribunal autorise l'enfant à porter son nom et le condamne à lui verser une pension alimentaire jusqu'à sa majorité. Charlie accepte d'autant plus mal ce verdict qu'il avait rencontré celle qui allait devenir la femme de sa vie, avant même que John Barry soit enceinte de cet enfant. En effet, c'est en juin 1943 qu'il avait épousé Una. La jeune femme lui apportera un soutien indéfectible pendant ses longues années de procédure judiciaire et restera à ses côtés jusqu'à sa mort. Alors qu'il se débat avec la justice, Chaplin se lance dans l'écriture de ce qui va devenir la plus noire de ses comédies. Le script, qui à ses débuts s'intitule Production numéro 7, deviendra Landru, puis Barbe Bleue, et enfin Monsieur Verdoux. Moustache soignée, costume sur mesure, élégant et courtois, Monsieur Verdoux se révèle être un tueur en série qui finit sur la guillotine. Chaplin règle ses comptes en dénonçant les tribunaux américains qui viennent de le condamner. Il fait dire à Verdoux « Si l'on tue une seule personne, on est un assassin. Si l'on en tue des millions, on est un héros. » Avec le retour de la paix, les alliés d'hier deviennent d'irréductibles ennemis. Une guerre froide s'installe entre les 2 superpuissances. Elle fait rage entre les États-Unis et l'URSS. Ce nouveau conflit plonge l'Amérique dans une crise d'espionnite aiguë. Une terrible chasse aux sorcières est lancée. Le macartisme. On voit des espions soviétiques partout. Les rouges, les communistes dénoncés comme ennemis de l'intérieur sont traqués, débusqués, traduits en justice. Les méthodes sont brutales, expéditives. Elles touchent tous les milieux, mais tout particulièrement celui du cinéma. We are accused of having communists and communist sympathizers in our employ. Undoubtedly, there are such persons in Hollywood. La présentation de Monsieur Verdoux à la presse tourne au fiasco. Huée, sifflée, salle envahie par des opposants à Chaplin. Au lieu de l'interroger sur le film, les journalistes s'acharnent contre lui. « Êtes-vous communiste ?» Une fois de plus, Chaplin s'en défend. « Je ne suis pas communiste. Pourquoi refusez-vous de prendre la nationalité américaine ?» C'est précisément sur cette question que le très conservateur sénateur John Rankin intervient devant la Chambre des représentants. Chaplin porte préjudice aux fondements moraux de l'Amérique. Dès lors, nous devons le tenir à l'écart des écrans et cacher ses films répugnants aux yeux de notre jeunesse. Rankin exige du procureur général d'instituer une procédure d'expulsion de Chaplin. En juillet 1947, le cinéaste apprend par la presse qu'il est appelé à comparaître comme témoin devant la HUAC, la commission parlementaire sur les activités anti-américaines. House Un-American Activities Committee. Un-American, on est vraiment dans l'idée qu'on n'est pas contre le gouvernement des États-Unis, mais qu'on est non-américain, qu'on est un mauvais américain, que d'une certaine façon, le ver est dans le fruit et que c'est l'essence même de la nation américaine qui est mise en cause par un certain nombre d'individus. La mission de cette commission d'enquête est de faire la lumière sur les activités subversives des cinéastes d'Hollywood. À l'automne 1947, elle procède à l'audition d'un certain nombre d'entre eux. Il faut bien avoir à l'esprit que les gens qui siègent dans ces commissions-là, ils font carrière. Et donc, plus il y a de presse, plus c'est intéressant pour eux. Et donc, s'attaquer à Hollywood, c'est s'attaquer à quelque chose de tellement médiatique que ça va tourner les lumières en direction de cette commission d'enquête. Chaplin fait savoir à la commission qu'il a bien l'intention de répondre à sa convocation, mais qu'il s'y rendra déguisé en Charlot et fera ses pantomimes durant l'interrogatoire. La commission, bien inspirée, lui répond que son audition n'est plus jugée nécessaire et qu'il doit considérer l'affaire comme close. Si Chaplin réussit à échapper aux auditions de l'HUAC,
ce n'est pas le cas pour d'autres qui sont convoqués en octobre 1947. Alors ils hésitent longtemps sur les gens qu'ils vont convoquer. Il faut convoquer des gens dont le dossier est suffisamment chargé, entre guillemets. Et puis finalement, ils décident de s'en tenir à la liste de 10 individus qu'ils pensent être le plus indéniablement subversif et liés au Parti communiste, et donc convoquent les fameux Hollywood 10. Un comité de soutien composé entre autres d'Humphrey Bogart et de Lauren Bacall prend la défense de leurs amis inculpés. Les studios vont faire comprendre, en particulier à Humphrey Bogart, qu'il faut vite rentrer à Hollywood et arrêter de soutenir les Hollywood 10 s'il ne veut pas que sa carrière se termine trop rapidement. De son côté, Chaplin défie à nouveau la commission en prenant la défense de son ami compositeur juif, Hans Eisler. L'artiste est accusé d'être le Karl Marx de la musique. Are you now, or have you ever been a communist? I'm not now a communist. My artistic activity is the demand of any political party. Mais ces protestations sont vaines. Eisler est expulsé. Chaplin est accusé d'avoir soutenu un communiste. Le 30 octobre, le président de la commission déclare que les auditions sont closes. Les cinéastes qui ont refusé de répondre à la commission sont inculpés d'outrage au Sénat et condamnés à de la prison ferme. Ce même jour, 58 hauts dirigeants des studios d'Hollywood se réunissent à New York pour adopter une position commune et se mettent d'accord sur un texte stipulant que désormais, plus personne ne sera employé par les studios sans avoir déclaré sous serment qu'il n'est pas communiste. The Motion Picture Industry Council reaffirms its consistent opposition to communism, its works, its members, its methods. Des listes noires circulent. Les proscrits n'ont d'autre choix que de renier haut et fort leur engagement et, pour prouver leur bonne foi, de donner des noms. Si Chaplin échappe aux foudres de l'HEAC et aux mesures discriminatoires du syndicat des producteurs, il n'échappe pas aux accusations de l'Association des anciens combattants catholiques qui exige une enquête sur le soutien de Chaplin à Hans Eisler et surtout à son frère Gerhard. Ainsi, lorsqu'au printemps 1948, il demande le renouvellement de son visa afin de préparer le tournage de son prochain film à Londres, il reçoit la visite d'une commission d'enquête des services de l'immigration. Pendant 4 heures, on l'interroge sur ses origines raciales, ses activités sexuelles, ses raisons de ne jamais avoir demandé la citoyenneté américaine ou d'avoir soutenu les soviétiques pendant la guerre. Chaplin se défend. « J'ai soutenu la Russie car je crois que sans elle, les nazis seraient là. Je ne suis pas un subversif. Je suis un démocrate progressiste, pas un socialiste. Je suis un patriote de l'humanité, un citoyen du monde. J'ai toujours adoré ce pays. » À l'issue de l'interrogatoire, on lui promet que son visa de retour lui sera accordé. Mais alors qu'il s'apprête à partir, le fisc exige qu'il dépose dans une banque la caution de 2 millions de dollars. Il renonce alors à son voyage et décide de tourner les feux de la rampe dans ses studios de Los Angeles. Une décision paradoxale, car la tragédie sentimentale qu'il s'apprête à réaliser se déroule dans les quartiers populaires du Londres de son enfance. Après un long casting et de nombreux essais, Chaplin fait venir Claire Bloom, une comédienne de théâtre anglaise, pour jouer le rôle féminin principal. J'étais complètement inconnue. Pas en Angleterre, où j'étais une petite star montante du théâtre, mais à Hollywood. J'étais très nerveuse à l'idée de le rencontrer. Et j'ai vu cet homme dans un pull bleu comme ses yeux qui m'a dit « Dieu merci, vous êtes bien arrivé, je m'inquiétais pour votre vol. » C'est comme ça que je l'ai rencontré, et je l'ai aussitôt adoré. Quand j'ai quitté les États-Unis, j'étais très triste de laisser Charlie, qui ne réalisait pas qu'il était devenu comme un père pour moi, et Una, que j'aimais tendrement, comme une sœur. Ils m'ont promis qu'ils viendraient en Angleterre et que je les reverrai bientôt. Aussitôt le film terminé, Chaplin décide de quitter les États-Unis pour organiser son avant-première à Londres. Le vendredi 17 septembre 1952, le Queen Elizabeth quitte les États-Unis avec Chaplin, Una et leurs 4 enfants. Le navire est en mer depuis 2 jours lorsque la radio de bord reçoit la terrible nouvelle. Le ministre de la Justice vient d'annuler le visa de retour de Chaplin et d'ordonner au service de l'immigration de l'arrêter, au cas où il tenterait de revenir en Amérique.
l'administration justifie la mesure en évoquant une loi qui autorise le refoulement d'étrangers sur la base de la moralité, de la folie, de la propagande ou de l'appartenance au Parti communiste. Cette décision de justice avait été préparée de longue date grâce aux enquêtes transmises par Hoover. Ils n'avaient rien fait d'illégal. Ils n'avaient pas le droit d'agir comme ils l'ont fait. Chaplin, abasourdi, est bien décidé à faire face à ses accusateurs. Pour lui, il est inenvisageable d'être interdit de séjour dans ce pays, où il a établi son domicile durant ces 40 dernières années et auquel il a apporté tant d'amour et d'éclat. Charlie était assis sur une chaise, complètement sonné. C'était ses studios, sa maison, les gens merveilleux qui travaillaient pour lui au studio, dans la maison. Pendant toutes ces années, on lui avait tout pris, y compris son argent, ses biens. Londres lui réserve un accueil digne de la star mondiale qu'il est devenu. Les Britanniques ont toujours adoré Chaplin. America, the United States, wonderful country. And England, a grand, my country. Lors de l'avant-première, le film reçoit un accueil triomphal. Quand nous sommes sortis en descendant l'escalier, on a vu que tout le monde nous attendait. Personne n'était parti et ils ont commencé à nous applaudir. C'est alors que j'ai passé mes bras autour de son cou. Je ne l'avais jamais touché auparavant. C'était un moment très émouvant et merveilleux. Honneur suprême, il est reçu par la famille royale. Paris et Rome le reçoivent avec la même ferveur. Résolu à l'idée qu'il ne pourra jamais revenir en Amérique, Chaplin demande à sa femme Una d'y retourner à sa place pour liquider leurs biens. Una n'était pas beaucoup plus âgée que moi, elle devait avoir 25 ans. Elle est repartie seule. Il ne faut pas oublier qu'elle était américaine. Elle avait un passeport américain. Elle a fermé la maison, les studios. Elle a dit au revoir au personnel, retiré l'argent de la banque, les papiers, que sais-je. Et elle est revenue. En janvier 1953, la famille Chaplin s'installe au manoir de Ban, en Suisse, dans une magnifique propriété surplombant le lac Léman. Il en avait un peu ras-le-bol des années de difficultés, de procès, de macartisme, d'ostracisme qu'il venait de vivre. Il avait envie de trouver un endroit calme où il retrouverait la sécurité et aussi la paix dont il avait besoin pour continuer à produire. Ils continuent leur vie et une vie triomphante en ce qui concerne Charlie. Et ils ont eu 4 autres enfants. En 1953, Una, par solidarité, renonce définitivement à sa nationalité américaine. Mais Charlie n'a pas fini de régler ses comptes avec ceux qui l'ont banni. Il entretenait une véritable haine envers l'Amérique à cause de ce qu'il lui avait fait et qu'il faisait subir à d'autres. En 1954, il écrit, produit et réalise son avant-dernier film, Un roi à New York. Son fils, Michael, y joue le rôle d'un garçon dont les parents sont traqués par le FBI. Cette satire, parodie bien évidemment, s'est démêlée avec son ennemi juré, Edgar Hoover. La sortie du film aux États-Unis réveille l'éternel affrontement entre conservateurs et libéraux. Des manifestations de boycott sont organisées devant la plupart des salles où il est projeté. Chaplin a quitté l'Amérique depuis 20 ans, mais Hoover continue à s'acharner contre lui. Des notes attestent qu'il interroge les services secrets anglais sur les éventuelles origines juives du cinéaste, qu'il classe les rapports fournis par les services secrets suisses sur ses rencontres, ses visiteurs, ses activités jusqu'au début des années 70. Mais avec les années Vietnam, l'opinion publique bascule. Des voix s'élèvent pour réclamer le retour de Chaplin. Le New York Times de juillet 1962 s'indigne. Nous ne pensons pas que la République serait en danger si l'administration levait le bannissement imposé en 1952. En 1971, l'ambassadeur des États-Unis à Berne informe le procureur général que Chaplin est invité par une université américaine et recommande aux autorités de lever l'interdiction de séjour de Chaplin. L'étoile du patron du FBI a commencé à pâlir. Critiqué dès les années 60 pour sa lutte obsessionnelle contre le communisme,
Il est accusé d'abus d'autorité sur ses propres agents, de chantage sur les personnalités politiques, d'être corrompu par la mafia. Il termine sa carrière sur le scandale causé par la révélation de ses méthodes illégales de surveillance. Le retour triomphal de Chaplin aux États-Unis est une ultime revanche de l'artiste sur Hoover. Il est reçu par le maire de New York, qui lui remet les clés de la ville. That key means that the hearts of all the people of New York are open to you always, and you just come. I feel very honored and very emotional moved at this moment. Il est ovationné à Hollywood pendant de longues minutes, lors de la cérémonie des Oscars où il reçoit le prix spécial du jury pour son génie cinématographique, comme le repentir tardif d'une profession qui a ostracisé le cinéaste pendant 20 ans. Hoover meurt d'une attaque cardiaque un mois à peine après la réhabilitation hollywoodienne de Chaplin, entraînant dans sa tombe les plus sombres secrets de l'Amérique d'après-guerre. Comme un dernier pied de nez à l'histoire, le petit saltimbanque, parti sans un sou d'Angleterre 63 ans plus tôt, est anobli par la reine en 1975. Il s'en va pour toujours, un soir de Noël 1977, emportant avec lui son Charlot vagabond, incarnation de l'homme opprimé, mais digne et libre.